Notre feu sacré aujourd'hui s'appelle Laurence Déonat. Comment une jeune fille de la haute bourgeoisie genevoise se mue-t-elle en reporter de guerre? 40 ans de reportage de terrain au plus près des conflits, photographe, écrivain, défenseur de la cause des femmes, découvrons cette femme intrépide et suivons ses combats. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, vous êtes tout à la fois grand reporter, voyageur dans le monde entier, particulièrement au Moyen-Orient. Vous êtes photographe, vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, vous êtes amateur d'art, vous êtes conférencière. Vous avez tant de casquettes. Je suis blablateuse. Je suis tout ce qu'il faut. Dites-moi, vous êtes surtout grand reporter. Au départ, oui. Vous étiez surtout grand reporter. D'où vous vient cette passion du journalisme? Écoutez, j'en sais rien. Il y a un côté atavique avec mon père qui était journaliste pendant la montée du nazisme, notamment en Allemagne. Ça vient aussi probablement de mon père qui était dans la politique. Et j'étais toujours, depuis toute petite, fascinée par les relations de puissance. C'est-à-dire? Toutes les formes de puissance. Je pense que la puissance, elle est polymorphe. Ça peut être un sourire, ça peut être une kalachnikov, ça peut être un article. Et ça, je le ressentais d'instinct quand j'étais jeune, dans tous ces jeux politiques que je voyais autour de moi. Et ça m'a porté vers ce besoin de m'exprimer aussi, d'exprimer la vérité pour autant qu'elle existe. Une femme aux semelles de vent qui parcourt la planète depuis près d'un demi-siècle avec en tête l'idée de rapporter des faits au gré des secousses de l'actualité. Laurence Déonat est un grand reporter, comme on en rencontre de moins en moins. C'est pas un journaliste qui va systématiquement rendre son papier dans les 2 jours ou dans les 24 heures après avoir fait son reportage. Dans le reportage de guerre, elle ne va pas raconter les épisodes de guerre et les épisodes sanglants, elle va raconter la guerre vue par les gens qui la vivent de l'intérieur. Faire témoigner pour mieux rendre compte. Femme d'aventure, d'exploration, sur les 5 continents, Laurence a connu du monde toutes les indécences et tous les émerveillements. De la veine des écrivains voyageurs, son travail sur le terrain traduit une sensibilité exacerbée, façonnée très tôt par des drames personnels. Elle a perdu son petit frère, qui avait 7 ans, et qui est mort dans ses bras. Elle a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture. Elle sent la douleur des autres, beaucoup plus facilement que d'autres qui n'ont jamais eu de tragédie. Dans ses reportages comme dans ses livres, Laurence, alors, s'efface pour devenir la voix des autres. Avec en toile de fond, le désir permanent d'une société meilleure, aux antipodes de ses absurdités. C'est une mère, en quelque sorte, pour les filles de ma génération. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux et guide aussi les femmes, je pense, sur leur propre sensibilité et puis aussi sur la nécessité de l'engagement. Vous avez été donc, vous êtes amené à écrire des articles, vous avez écrit des livres, mais je crois que vous n'avez pas été une très bonne élève à l'école. Et parce que je disais toujours, prouvez-le-moi. Et au fond, ce prouvez-le-moi, ça a été aussi un peu un leitmotiv de mes départs. J'avais toujours l'impression qu'on me racontait pas la vérité. D'ailleurs, depuis toujours, j'ai eu l'impression qu'on me racontait pas la vérité, même à l'école. Donc mon père, qui était un homme intelligent, il s'est dit, bon, ben écoute... Puisqu'elle est aussi insupportable, elle est sûrement artiste. Parce qu'il y en avait beaucoup dans la famille. Donc, il m'a envoyé en Angleterre à Bath Academy of Art, qui était une espèce de grand château de rêve pour des jeunes, où on faisait tous les arts. On pouvait pratiquer la musique, le ballet, la peinture. Mais c'est pour vous dire qu'après, quand je suis rentrée à Genève, mon père m'a dit « C'est très bien, je t'ai payé ses études en Angleterre, mais maintenant, fais tes petits boulots. » Alors, vous avez fait quoi? Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder les petites annonces. J'ai été secrétaire d'un écrivain absolument nul, ce qui m'a appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai travaillé comme marionnettiste, j'ai travaillé comme chauffeur chez Avis Rent-A-Car, j'ai travaillé comme hôtesse de terre. Et puis, comment avez-vous atterri à la galerie Yann Krugier? Bien, parce que je me suis mariée. Vous me direz que je fais une ellipse, mais c'est vrai. J'ai rencontré mon mari, qui écrivait, tenez-vous bien, des livres sur les systèmes asservis dans les fusées interplanétaires. C'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est pas très facile à comprendre. Non.
Alors, moi, les fusées interplanétaires, je préférais la Terre elle-même et les gens eux-mêmes. Donc, nous avons divorcé, il n'y avait pas d'enfants. Et puis après, je me suis dit, cette fois-ci, ça suffit. Il faut te retrouver un boulot. Et j'ai ouvert le journal et j'ai vu qu'une galerie d'art qui allait s'ouvrir dans la vieille ville cherchait quelqu'un pour tenir cette galerie. Et j'ai dû aller me présenter. Et je me suis trouvée en face d'un monsieur avec un fort accent polonais qui m'a dit « je vous prends ». Et ce que j'ai appris plus tard, quand nous avons travaillé ensemble, c'est que ce qui m'a beaucoup bouleversée, c'est qu'en fait, je ressemblais comme 2 gouttes d'eau à la jeune fille qu'il avait tellement aimée dans le ghetto de Varsovie et qui avait été tuée par les nazis. Tout ça, ça ne nous amène pas au grand reportage. Comment c'est arrivé? Eh bien, c'est arrivé justement après la galerie d'art. Il faut vous dire que j'en avais un peu marre aussi de la galerie d'art, parce que c'est le jour où j'ai vu un énorme camion qui est venu chercher une aquarelle de Kandinsky qui coûtait 40 000 francs et qui était grande presque comme un timbre-poste. Je me suis trouvée quand même... Et puis une assurance énorme pour ce petit machin. Je me suis dit non, mais où on va? Et le directeur de cette galerie, d'ailleurs, qui est un homme très fin, s'était rendu compte que j'avais un drôle de tempérament et que j'écrivais bien. Et il m'a dit tout à coup un jour, vous savez, vous devriez écrire, vous devriez écrire, faire du reportage, vous devriez écrire comme Françoise Giroud. Alors moi, rêver de Françoise Giroud. Mais le miracle est arrivé, il y avait un photographe qui prenait des photos des tableaux de la galerie. Et le jour où a éclaté la guerre des 6 jours, en 1967, en juin, entre les Arabes et les Juifs, ce photographe m'a dit, écoute, on va faire un reportage à 2 voix. Je vais aller du côté juif, israélien, parce qu'il était juif, et toi, tu vas aller du côté arabe. Moi, connaissant rien du tout, je savais vaguement qu'il y avait quelques Palestiniens chassés par-ci, par-là, je ne connaissais rien du tout. Enfin, je suis quand même partie, et comme il n'y avait aucun journaliste du côté arabe, on m'a accueillie comme une reine, comme si je venais pour le New York Times. Donc, quand je suis rentrée, j'ai pu vendre ma camelote, comme nous disons dans le métier, à beaucoup de journaux, Die Zeit, le Times, enfin, tout le monde. Et ça a été le départ de tout. Et ça a été le départ absolument de tout. Et je me suis dit, j'ai trouvé mon chemin de Damas. Après tous ces petits boulots, j'ai trouvé ma vocation. Dernier préparatif avant grand départ. D'ici quelques jours, Laurence Deona rejoindra Damas, capitale de la Syrie. La journaliste part là-bas avec l'idée d'y rencontrer les réfugiés d'Irak. Un reportage à risque, mais dans une région que Laurence connaît bien, pour y avoir traité l'actualité sur place à de nombreuses reprises. Allô Laïla, ça va? Tu sais, j'ai une bonne nouvelle, j'arrive la semaine prochaine à Damas. Ouf, j'ai eu mon visa. Tu te souviens que pendant 5 ans, j'avais été persona non grata. Enfin, j'espère qu'il n'y a personne qui nous écoute sur la ligne. Et je me réjouis tellement de te voir. Il y a tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Depuis son premier reportage en 1967, Laurence Deona a fait du chemin et sillonné la planète pour couvrir les grands événements de ce monde. Des boat people de la mer de Chine au conflit israélo-palestinien, des camps de réfugiés aux ravages de la guerre du napalm, le grand reporter deviendra même la première femme journaliste à visiter la prison d'Evin à Téhéran sous l'ayatollah Khomeini. Ça, c'est votre sac pour le voyage, Laurence? Alors ça, c'est un de mes sacs. Et croyez-moi, ce sac m'a sauvé la vie en Iran. Quand j'ai été arrêtée par la VAVAK, qui sont les services de sécurité. Du temps du chef, ça s'appelait la SAVAK. Et ils n'ont pas compris que mes appareils photo étaient là-dedans parce qu'ils se sont dit, regardez-moi ces petites florettes. D'habitude, les photographes, ils ont des tas de trucs, de zoom, de machin en noir, on les voit tout de suite. Tandis que là, je vous avais caché fémininement là-dedans. De temps en temps, je sortais un petit miroir, des choses très féminines, je mettais un peu d'eau de Cologne. Ça semblait normal. Ils n'ont jamais regardé. Tout à la fois photographe et grand reporter, après 40 ans de carrière, la journaliste aujourd'hui est reconnue par ses pairs comme l'une des plus douées de sa génération. Membre d'honneur du Club de la Presse de Genève, qui fête ce soir-là ses 10 ans, Laurence y retrouve son ancien rédacteur en chef, qui n'a jamais oublié le tempérament explosif du personnage Deona.
Moi, avant d'être rédacteur en chef, j'étais chef du service international du Journal de Genève. Donc, c'était là qu'elle avait affaire le plus directement avec moi. Et au début, quand je suis arrivé dans cette position, je me suis dit, mais enfin, il faut qu'elle obéisse un peu à une hiérarchie. Si elle ne nous annonce pas les papiers au moins un mois à l'avance, eh bien, elle ne les passera pas nécessairement. Mais il n'en a jamais été question. Je veux dire, elle est passée par-dessus mes objections avec son charme et sa fermeté, parce qu'elle est très très ferme. C'est un caractère très fort, Laurence. En anglais, on dirait un missile non guidé. Unguided missile. Au fil de sa plume, Laurence a ressenti progressivement le besoin de compléter ses articles de journaux par des ouvrages laissant plus de place à l'analyse des secousses de l'actualité. La journaliste reporter est alors devenue en plus écrivain, auteur d'une dizaine de livres témoignages sur ses terrains de prédilection que sont l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Voilà les livres de Laurence Deona. Les éditions Zoé d'habitude publient de la fiction. Moi je suis une éditrice de gens qui inventent, qui imaginent. Elle est un peu une exception chez nous, mais pour moi elle est à mi-chemin entre un écrivain voyageur, comme Nicolas Bouvier, et puis un reporter qui doit donner des informations. Je pense qu'avec les années, les informations qu'elle donne forment une tonalité particulière qui est à elle. Et je pense qu'elle parle de la Terre quand même comme une créatrice, pas comme une journaliste. Laurence, vous avez une idée du nombre d'articles que vous avez pu écrire dans votre vie? Aucune. Des milliers? Peut-être 1000, oui. Peut-être 1000. J'en ai plein des classeurs, oui. C'est vrai? Oui, en fait, moi je suis quelqu'un d'écriture. Quand j'ai fait une belle page d'écriture, c'est mon bonheur. Ce que je n'ai pas du tout quand j'ai fait une belle photo. Est-ce que vous écrivez facilement? Non, pas du tout. Non, c'est très dur, c'est un accouchement? C'est très dur, la belle écriture, c'est très très difficile. C'est monacal. Il y a des phrases que je reprends 13, 15 fois. Et il y en a qui viennent toutes seules. Alors, il y a eu un moment où vous aviez toujours envie d'écrire en tant que reporter, que journaliste, mais il y a eu un moment où vous avez eu envie d'écrire des livres. Et pourquoi? Comment? Et à quel moment, tout ça? D'abord parce qu'il y avait de moins en moins de place pour le grand reportage dans la presse écrite. Et puis, j'ai eu l'impression d'être frustrée, d'aller très loin, d'avoir mal au ventre, d'être fatiguée, de muser. Et quand je rentrais, c'était quoi pour une page? D'ailleurs, vous voyez, par exemple, je vais vous dire un exemple. J'étais au Soudan. Ben Laden existait déjà. Au Soudan, tout le monde parlait de Ben Laden. Je reviens en disant, écoutez, il y a un monsieur Ben Laden, Oussama, de son prénom, qui est au Soudan, et qui est milliardaire, et qui essaye d'exciter le fanatisme musulman. Eh bien, j'ai écrit cet article. Et puis personne n'a même jamais réagi. Donc les livres me sont venus aussi du fait que j'avais envie d'aller plus loin. Parlez-moi alors des autres voyages, de choses qui vous ont marqué, qui vous ont remué. Je sais que c'est difficile dans tout ce que vous avez vécu de faire un choix. Ce qui m'a beaucoup remué, c'est mes reportages aussi chez les Boat People. Quand je suis arrivée sur une île en hélicoptère, et il y avait un camp de réfugiés de Boat People. Et qu'est-ce que je vois? Dans quel pays, alors? C'était sur une île de la mer de Chine. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un grand mur, et sur ce mur, des Boat People avaient peint une sorte de fresque sur laquelle ils avaient dessiné leur calvaire. Leur bateau était resté absolument bloqué sur un récif de corail, et ils avaient dû manger les cadavres. Et là, vous vous dites, on vous amène ces gens pour les interviewer, et vous dites non, j'ai pas envie. Là, c'est un côté voyeur qui me met très mal à l'aise, justement parce qu'on n'a pas de temps. C'est aussi pour ça que j'ai fait des livres, parce que dans les livres, on a le temps. On a le temps d'amener la chose. Pendant 2 pages, 3 pages, on arrive à l'horreur. On ne vous la scène pas à la une, comme on le fait dans la presse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pose la question du journalisme actuel, Laurence, qui est un journalisme urgent, d'urgence. D'urgence et de choc. Et puis, simplette. Un journaliste de simplet. Simpliste. Parce qu'il faut tout réduire. Avec des idées simples, simplettes, pour des simplets. Alors que la réalité, et surtout quand vous êtes sur le terrain,
et d'une complexité. Et alors, vous avez eu besoin d'aller encore au-delà de cette description épistolaire, vous avez eu besoin d'aller jusqu'à la photo. La photo, ça a été le départ aussi, parce qu'un grand reporter, c'est quelqu'un qui photographie, j'imagine. C'est pas seulement quelqu'un qui envoie des articles à sa rédaction. Non, la plupart, ils font ou l'un ou l'autre. Alors, jamais Une les fois, deux. on m'a collé un photographe. Alors, ça a été un désastre. Ah bon? Pourquoi? Était-il mauvais? Parce que ça, on ne s'entendait pas du tout. C'est-à-dire, il voulait photographier des choses dont vous ne vouliez pas parler? Ou Non, l'inverse? lui, c'était un œil et moi, j'étais un cœur. C'est joli comme formule. Alors, vous êtes à la fois donc le cœur et l'œil. Donc, je suis le cœur et l'œil. Et justement, dans les livres, je trouve souvent très perturbant quand les photos et le texte n'ont pas de rapport, que ce n'est pas la même personne, parce que ce n'est pas le même œil, ce n'est pas la même sensibilité. Et les gens dont je parle, ben, ils sont là dans le livre, ils sont photographiés. Vous voyez ce que je veux dire? Par moi. Avec ma sensibilité, avec mon point de vue, comme je les vois moi. Laurence, on peut parler un peu des photos? Oui, ces trois-là ont été prises le même jour, à Téhéran. C'est-à-dire la prière? La prière, côté femme, puisqu'elles sont séparées des hommes. D'accord. Ça, c'est une femme, c'est une photo absolument incroyable. On dirait une nonne. Oui. Et en fait, c'est une femme qui avait perdu ses 3 frères et ses 2 cousins. D'ailleurs, elles montrent leurs photos. Elles montrent leurs photos, et ce n'est pas des photos volées. Elles venaient d'elles-mêmes. Viens voir mon martyr. Viens photographier mon martyr. Et ça, ce sont des prisonnières politiques qu'on a sorties de la prison d'Evin, de la prison politique, pour qu'elles viennent s'imprégner des discours de l'ayatollah du jour. Et là, vous les avez photographiés derrière des grilles? Oui, justement, vous avez remarqué. Hein, oui. C'est pas par hasard que je les fais derrière les grilles et qu'il y a ces flèches qui ont quelque chose d'agressif aussi, qui donnaient une force à la photo. C'est extraordinaire ces photos parce que c'est une autre façon de vous exprimer. Tout à fait, absolument. J'ai pas pensé que la photo pouvait dire autant de choses. Et j'étais même émerveillée d'en faire des si bonnes parce que moi, j'ai jamais appris. Je les ai faites comme ça pour compléter mes livres. Donc elles sont en illustration de vos textes? Elles sont toutes dans mes livres. Elles sont toutes dans les livres? Oui, oui. À force de courir des pays en guerre, une idée me trottait depuis longtemps dans le cœur et dans la tête. Écrire un reportage où je laisserais s'exprimer des femmes que la guerre a meurtries, et plus encore, des femmes de pays ennemis. J'ai dû souvent me forcer pour m'introduire chez ces femmes et leur placer un micro sous le nez pour leur faire revivre leur douleur. Et plus encore quand il m'était impossible de les avertir à l'avance. Quand j'ai dû frapper à l'improviste, quand j'étais accueillie par un pathétique « Attendez un instant, je vais vite mettre mon voile et mes dents ». Mais je me suis aperçue que certaines étaient soulagées de pouvoir être écoutées. Savoir que l'on n'est pas tout à fait oublié, que quelqu'un, quelque part, s'intéresse encore à vous, à votre mort, à votre disparu, à votre mutilé, à votre prisonnier, ça console. Au fond, vous avez découvert le pluralisme, vous avez découvert qu'il y avait d'autres vérités. Oui. C'est un peu ce que vous voulez nous dire, oui, c'est ça le sens de ce que vous nous racontez. Et la force de l'humiliation. Je crois que nos chers, déjà les Européens, c'est pas Jojo, mais alors les Américains devraient comprendre que dans la composante de tout, c'est l'humiliation. Vous voyez, vous lisez des livres, des analyses politiques, des milliers de pages. Or, cette composante émotionnelle qu'est l'humiliation, on n'en tient jamais assez compte. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'humiliation? L'humiliation de peuples qui ont été colonisés, ces peuples qui ont, comme les Persans, qui ont des millénaires de culture et à qui on voudrait imposer le Texas. Un mode de vie. Non. Différent. Non, il n'y a rien à faire, je les comprends 1000 fois. Étant européenne, je le ressens aussi. Oui, c'est une grève qui ne prend pas. Non, exactement. C'est une grève qui ne prend pas. Et ça m'a beaucoup frappé aussi, ce jeu de miroir de propagande. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, on parle du nucléaire en Iran, etc., etc. Mais enfin, c'est une guerre de propagande. La propagande américaine, et puis M. Ahmadinejad,
président de l'Iran qui fait la sienne, pour son peuple à lui. Et moi, ce que j'ai beaucoup essayé, parce que je suis une pacifiste et que j'essaye toujours d'être un pont entre différentes cultures, entre différentes sensibilités. Laurence Deona a toujours été de toutes les manifestations en faveur de la paix et de la lutte pour le droit des femmes. Citoyenne d'engagement, journaliste engagée, 2 de ses ouvrages résument le mieux son éternel combat contre toute forme d'intolérance, Mon enfant vaut plus que leur pétrole et La guerre à 2 voix. Témoignages émouvants de femmes égyptiennes et israéliennes sur le conflit au Proche-Orient. En 1987, ce livre de Laurence est récompensé par l'UNESCO pour son travail sur l'éducation à la paix. Traduit dans de nombreuses langues, l'ouvrage sera même adapté plus tard au théâtre et à la télévision. Dans son livre, Laurence Deona, que nous avons mis à l'écran, elle est allée voir toutes ces femmes qui parlent de la paix, qui en ont marre de souffrir, qui en ont marre de la guerre, qui en ont marre de perdre un amant, un ami, un père, un frère, etc. Et ça, pour moi, c'est de l'engagement. Comment vous expliquez cet engagement ? Je crois que ça ne s'explique pas, ce genre d'engagement. On l'a en soi ou on ne l'a pas. Et Laurence, elle l'a en elle. Ce qui fait avancer Laurence, à mon avis, c'est la vision d'un monde, du monde comme il est. Et ce monde ne lui plaît pas. Donc, ça la fait avancer, ça la fait faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire dénoncer, montrer, démontrer. Et ça, c'est ça qui la fait avancer, à mon avis. Si Laurence s'engage par ses écrits, elle n'hésite pas non plus à s'impliquer de façon encore plus personnelle, en prenant par exemple les rênes de l'association Reporters sans frontières en Suisse de 2000 à 2003. C'est dans ce cadre qu'elle fait la rencontre de Lira, une journaliste kazakh menacée de mort dans son pays pour avoir dénoncé une vaste affaire de corruption. C'est une interview avec M. Bertossa. C'est la fameuse interview avec M. Bertossa qui a tout déclenché. Avec cette interview qui confirmait donc ce qu'elle subodorait, c'est-à-dire que le président du pays et d'autres encore avaient des comptes à numéro en Suisse. C'est à ce moment, c'est après ça que sa fille a été assassinée. Laurence va alors sauver la vie de la journaliste en organisant son asile politique à Genève. Installée ici depuis 3 ans et aujourd'hui en sécurité, Lira n'oubliera jamais ce que Laurence a fait pour elle. Pour moi, Laurence n'est pas simplement la présidente de Reporters sans frontières, c'est avant tout une amie avec un grand A. Et je crois qu'au-delà de ses responsabilités et de son travail de journaliste, c'est une très grande dame, comme on en rencontre de moins en moins aujourd'hui. Laurence, quel regard portez-vous sur tout ce parcours si foisonnant? Un regard étonné. C'est vrai. Ai-je vraiment fait tout ça? Est-ce vraiment passé le message? Je l'espère. Et le message est aussi d'avoir l'imagination, s'il vous plaît, ayez l'imagination de la réalité de l'autre. Laurence, qu'est-ce que vous diriez? Qu'au fond, une vie, il y a un peu de chance, il y a beaucoup d'opiniâtreté. Comment vous définiriez ça? Écoutez, il y a beaucoup d'opiniâtreté. Kessel disait toujours que n'avoir pas de chance pour un reporter, c'est une faute professionnelle. Et je trouve que c'est très vrai. Mais la chance, il faut aussi l'aller chercher. Parce que, comme dit le proverbe chinois, elle n'a qu'un cheveu, puis il faut savoir l'attraper. Il faut aussi accepter la solitude. Et puis, ce qui est très dur aussi, je vais vous dire, et auquel on ne pense jamais, c'est qu'il faut toujours être aux aguets. J'entends, vous ne pouvez pas tout simplement vous dire « Oh ben maintenant, on prend la voiture, je vais dormir un moment ». Parce que l'information, elle peut jaillir de n'importe où. Parce que nous sommes des informatopathes. Il ne faut pas oublier. C'est une seconde nature. De l'information, de l'information, de l'information. Vous pensez qu'on naît reporter, naît NAIT? NAIT. Je ne sais pas si on est reporter. Tout ce que je sais, c'est que ça ne s'apprend pas. En tout cas, ce n'est pas assis avec le cul sur sa chaise ou le cul dans un aula d'université qu'on apprend. On apprend sur le terrain? On apprend sur le terrain. C'est une sorte de passion, de feu sacré. Je crois que c'est une curiosité de l'autre absolument insatiable. Et de surtout pas croire qu'on a la vérité.
surtout pas croire qu'on a la vérité. Savoir qu'il y en a plusieurs et Oui. respecter celle des autres. Ouais. Ça sera notre conclusion aujourd'hui. Merci. Merci Laurence. C'était très profond cet échange. Merci. Merci de ce que vous êtes. Merci pour vos combats.